So please excuse a slight delay, but I think we'll get underway. I'd like to call this session to order. This session, session M, entitled The Legacy of Gabriel Lippmann, Revisiting His Work to Atom Cooling. I'm Stephen Benton, and I'll preside this afternoon. Our first discussion is about the discovery of interference photography, a historical discussion from a somewhat unlikely source, it would seem, because Professor Kohn is best known for his work in Fourier spectroscopy. But like many of us, the work of Lippmann seems to have been on his mind since a very young age, and so it found its expression in this way. And for many of us, it was the first chance to see a detailed look at Lippmann's work from an intellectual and theoretical point of view. So, Professor Kohn. Since you have a fully written up paper which is written in English, I will speak in French. Alors, j'espère aujourd'hui vous faire partager mon enthousiasme effectivement très ancien pour Lippmann, enthousiasme qui date du temps où j'étais préparateur à la faculté des sciences de Dijon et où on me donnait, entre autres choses, à projeter devant un assez grand public des photographies de Lippmann précieusement conservées dans les collections au moyen d'un petit montage bricolé qui ressemblait tout à fait à celui-là, mais avec naturellement les bonnes vieilles lampes à arc de l'époque. Eh bien, manipuler et projeter des photographies de Lippmann, il faut faire ça pour comprendre à quel point elles sont supérieures à tout ce que nous avons vu depuis. Je ne vais pas du tout vous décrire la petite cuisine photographique indispensable, bien entendu, mais pas extrêmement intéressante, qui conduit à préparer des plaques de Lippmann, mais je me suis plus attaché à essayer de suivre la chaîne des idées par laquelle l'invention de la photographie interférentielle en couleur a finalement été possible. Eh bien, on peut distinguer, je pense, trois courants d'idées. Est-ce que quelqu'un sait comment on... Bon, on peut distinguer essentiellement trois courants d'idées. Je crois que c'est une distinction très sûre, elle n'a rien d'artificiel, pour arriver jusqu'à l'invention de Lippmann en 1891. D'une part, nous avons à suivre les idées sur le phénomène de la couleur et ses liaisons avec le phénomène des interférences. Là, nous trouverons les noms de Newton, de Brewster et de Stokes, essentiellement. D'autre part, nous avons à essayer de comprendre comment le concept d'onde stationnaire a pu pénétrer en optique, ce qui a été, comme vous verrez, assez laborieux et assez lent. Là, nous trouverons essentiellement Zenker et Lord Rayleigh parmi les opticiens, Hertz pour ce qui est des ondes en ondes radioélectriques, suivant à la suite du travail des acousticiens. Et troisièmement, nous avons à suivre au cours du XIXe siècle le développement de la photographie en couleur, qui est une histoire assez curieuse, pas très connue. Il ne manque pas de volume sur l'histoire de la photographie en couleur, mais ils s'intéressent tous invariablement, surtout à la photographie trichrome, tout simplement parce que c'est la seule qui a eu finalement, à notre époque, un succès véritable. Eh bien, je pars donc de Newton et je suis le développement des idées sur la couleur. Eh bien, les idées sur la couleur de Newton, on les trouve naturellement dans son traité Optics et particulièrement dans son fameux Optics, on trouve
tout d'abord, entre autres choses, la fameuse table des couleurs d'interférence que tout le monde connaît. Newton avait réussi, en étudiant à fond le phénomène des lames minces, connu avant lui bien entendu, à expliquer les couleurs des lames minces et à associer à la couleur cette quantité qui n'était pas jusqu'à lui une grandeur physique, il avait réussi à lui associer une longueur, la longueur de ce qu'il appelait l'intervalle des Fitts, qui préfigure en quelque sorte notre longueur d'onde. Tout ceci sans utiliser, bien entendu, la théorie vibratoire. Eh bien, après ce succès remarquable, Newton a voulu continuer dans la même voie et il a en fait été trop loin. Il a cru que son explication des couleurs, qui marchait admirablement dans le cas des lames minces, était une explication générale. Et il a cru qu'il allait pouvoir ainsi expliquer les couleurs de tous les corps. Et voici quelques-uns des arguments que l'on trouve dans son texte. Il a cru qu'il pouvait imaginer que tous les corps étaient faits, en somme, non pas exactement d'une structure strictement périodique de couches minces, mais d'une sorte d'empilement semi-aléatoire et semi-périodique, pseudo-périodique, de heaps of... I see no reason why every thread or fragment should not keep its color, and by consequence why a heap of those threads or fragments should not constitute a mass or powder of the same color which the plate exhibited before it was broken. Voilà la structure qu'il envisage pour les corps. Et il pousse les choses très loin puisqu'il pense qu'il peut arriver à identifier dans la nature des rouges, des couleurs, et il peut les identifier avec des ordres d'interférence précis. Par exemple, les rouges, oranges, etc. sont probablement du second ordre. Il va plus loin. Il pense que le vert des feuilles est un vert du quatrième ordre. Il explique ainsi la couleur verte dans la nature. Et il va encore plus loin. Il explique ainsi le jaunissement à l'automne. Il pense que because when they wither, some of them turn to a greenish yellow and others to a more perfect yellow or oranges, etc., which changes seem to be affected by the exhaling of the moisture. Autrement dit, il explique le jaunissement des feuilles par un mécanisme qui se révélera effectivement exister pour les plaques de Lippmann quand on les plonge dans l'eau et que la gélatine se dilate. On change l'épaisseur optique entre les couches, entre les ondes stationnaires, et la couleur de la plaque change. Eh bien, à la suite de Newton, au cours du XVIIIe siècle, de tout le XVIIIe siècle, pas grand-chose de nouveau, personne n'a discuté très en détail la théorie de Newton des couleurs, et il a fallu arriver essentiellement à Thomas Young, qui a été le premier à dire très nettement que vraiment la théorie de Newton des couleurs ne tenait pas debout, et qu'en particulier à cause de l'absence de variation des couleurs naturelles, des couleurs substantielles avec l'angle d'incidence, on ne pouvait pas les expliquer par des phénomènes d'interférence. Mais la discussion la plus complète est trouvée dans le travail de David Brewster, mort en 1868, qui a commencé par donner des raisons détaillées comme quoi les explications de Newton ne valaient rien, et qu'il écrit par exemple « The green color of plants, in place of being a green of the third order, as Newton and his commentators assert, is a color of no order whatsoever, and having in its composition no relation at all to the color of thin plates. » Mais simultanément, Brewster a très bien vu que l'hypothèse de Newton, tout en n'étant pas vérifiée dans la pratique, n'avait rien d'absurde en théorie, et il a cherché patiemment s'il n'y avait pas dans la nature quelques cas de couleurs explicables par le mécanisme de Newton. Et il en a trouvé. Le premier, c'était la nacre. Et ensuite, il s'est beaucoup intéressé aux
feuilles de verre déliquescents, je ne sais pas comment les appeler, les feuilles de verre, les plaques de verre très anciennes sur lesquelles on voit des couleurs qui ne sont pas des couleurs de simple lame mince, mais des couleurs venant véritablement d'un empilement de strates alternativement de haut indice et de bas indice. Et il a obtenu ainsi, il a observé des couleurs magnifiques. Voilà ce qu'il écrit. I had thought of trying the iridescent films of decomposed glass. The idea succeeded beyond my most sanguine expectations. I obtained most rich and splendid colors, surpassing anything that I had previously seen, either among the colors of nature or art. À la suite de Brewster, c'est Stokes qui a continué d'étudier le phénomène et qui, d'une part, a trouvé un nouveau cas encore plus net, celui du chlorate de potasse, des cristaux de chlorate de potasse, et qui, d'autre part, a fait une chose que personne n'avait eu l'idée de faire jusqu'ici, étudier ces couleurs avec un spectroscope. Et il a immédiatement découvert que le phénomène était extrêmement étrange, puisque par réflexion, the first glance at the spectrum showed me that there was something very strange and unusual about the phenomenon. There is a pretty narrow band. The appearance recalls that of the green band seen when a calcium salt is put into a Bunsen flame, etc., etc. Alors, Stokes a très bien compris, en particulier, que cette bande très étroite par réflexion était un phénomène nouveau et curieux, et il a très bien vu que pour qu'il se produise, il fallait que le film soit épais, qu'il y ait un grand nombre de couches superposées. Et puis il en est resté là. Et aussitôt après, l'explication complète a été donnée par Lord Rayleigh. Lord Rayleigh avait quelques années, nous arrivons ici aux années 1889, très peu avant la découverte de Lippmann. Eh bien en 89, Rayleigh s'intéresse aux cristaux étudiés par Stokes et fournit l'explication complète. Rayleigh avait quelques années avant donné sa théorie du pouvoir séparateur du réseau. Le pouvoir séparateur qui augmente naturellement avec le nombre de traits. Il a vu l'analogie avec le phénomène et voici ce qu'il écrit dans les cristaux de Stokes. The selection of a particular wavelength reminds one of what takes place in gratings. In order to explain the vigor and purity of color, it is necessary to suppose that there are a considerable number of twin surfaces disposed at approximately equal intervals. Et il a, pour démontrer son histoire, il a fait une analogie acoustique. Il a construit un petit dispositif acoustique qui était supposé représenter ce qui se passait dans les cristaux de Stokes. Ça, c'est des feuilles de tissu, muslin, qui sont tendues sur des cadres équidistants et dont on peut faire varier la distance au moyen d'un dispositif genre tire-bouchon à parallélogramme. L'émetteur est un espèce de sifflet, bird call. Le détecteur est la flamme sensible qu'on trouve dans tous les traités d'acoustique de l'époque. Et alors voilà le montage avec le bird call, la réflexion oblique, sensitive flame. Il fait varier sa distance et il obtient des maximums de réflexion ou des minimums sur la flamme sensible. Et après ça, toujours en 1889, il écrit une phrase prophétique, mais il n'a pas poussé les choses plus loin. It has occurred to me that Becquerel's reproduction of the spectrum in natural colors upon silver plates may perhaps be explicable in this manner. Alors pour comprendre ça, il faut que je prenne mes chapitres 2 et 3 et que je suive le développement de l'idée d'onde stationnaire et de la photographie au cours du XIXe siècle. Les ondes stationnaires. Eh bien, aucun des grands opticiens à l'origine, ni Fresnel, ni ceux qui ne sont peut-être pas essentiellement des opticiens, mais qui ont beaucoup contribué au développement de la théorie ondulatoire, en particulier Poisson en 1817, aucun de ces gens n'a
prévu même la possibilité d'existence d'ondes stationnaires en optique. Le concept d'ondes stationnaires a été beaucoup plus lent à entrer en optique que des concepts finalement beaucoup plus complexes, quand on pense à l'extrême complexité de l'optique cristalline, qui était en somme dans laquelle tout était vu, ou à peu près à la mort de Fresnel. Eh bien, par contre, le concept d'onde stationnaire a mis beaucoup plus longtemps à se développer. Et il n'est finalement, les ondes stationnaires en optique ne sont guère comparables aux ondes acoustiques telles qu'elles se produisent, aux ondes stationnaires acoustiques telles qu'elles se produisent à l'intérieur de tuyaux ou à la surface de membranes. Pour arriver à une analogie véritable, il a fallu les travaux de Savart vers 1840. Savart a été le premier à établir l'existence d'ondes stationnaires acoustiques dans un milieu à 3 dimensions par des expériences très simples, par exemple sur un sol plat, au voisinage d'un mur, l'observateur se promène avec son oreille tout simplement près du mur et il y a à une certaine distance une source de bruit blanc. Par exemple, il dit voiture roulant sur le pavé, chute d'eau ou roulement de tambour. Eh bien, on peut obtenir, en promenant l'oreille dans le système d'ondes stationnaires qui se produit à partir de cette source, entendre le commencement d'un son pur. Il y a, pour toute distance entre l'oreille et le mur, il y a certaines fréquences qui sont envoyées de façon préférée. Alors, tout ça, c'était de l'acoustique. Où va-t-on trouver pour la première fois l'introduction de l'idée d'ondes stationnaires en optique? Eh bien, dans un endroit tout à fait inattendu, dans les travaux de Wilhelm Zenker de Berlin, un chercheur assez polyvalent qui n'a été opticien que dans une très brève période d'intérêt. Il s'est intéressé aux problèmes de photographie et de vision en couleur dans les années de 1867-1868, et en dehors de ça, il n'a jamais fait d'optique. Mais dans ces 2 années-là, il a vraiment eu des idées prophétiques. Ses domaines préalables, je liste, c'était les invertébrés marins, auxquels il a beaucoup travaillé, le canal de Suez, les comètes, les spectromètres, les dépressions dans le désert de Libye, et beaucoup de problèmes de climatologie et d'océanographie avec les instruments pour les étudier. Voilà le domaine de son activité. Eh bien, comment est-il arrivé à s'intéresser à ce problème? En 1865, l'Académie des sciences a, comme tous les ans, annoncé le sujet d'un prix qui devait être décerné tous les 2 ans, je crois, c'était le prix Bordin. Alors en 1867, l'Académie proposait une expérience décisive, soit effectuée, soit simplement proposée, pour déterminer la vieille fondamentale question: est-ce que le vecteur de Fresnel donne véritablement la direction de la vibration lumineuse, ou bien faut-il prendre la direction perpendiculaire? Il n'y avait pas de preuve décisive à l'époque. Alors Zenker, comme pas mal d'autres concurrents, a soumis son manuscrit, que l'on trouve toujours dans les cahiers, dans les cartons de l'Académie des sciences, d'où je l'ai ressorti, et j'ai eu la surprise de constater que ce manuscrit était sorti une seule fois au cours du XXe siècle, et c'était M. Kessler qui s'était intéressé. Et je crois deviner pourquoi. Il a eu, à une certaine époque, il avait donné à un étudiant, dont malheureusement j'ai oublié le nom, comme travail de thèse, réaliser des filtres à bande très étroite au moyen de plaques de Lippmann, à une époque où les filtres interférentiels étaient moins parfaits qu'aujourd'hui. Un travail qui a produit des filtres, mais pas finalement des filtres utilisables. Alors je pense que M. Kessler s'est intéressé au problème à ce moment-là. Il a dû remonter jusqu'aux travaux de Zenker. Bien. Eh bien, le travail de Zenker, l'expérience proposée, seulement proposée par Zenker, est la suivante. Il n'est pas encore question d'ondes stationnaires, mais ça nous explique simplement comment Zenker y est arrivé.
voilà ce qu'on trouve dans son manuscrit. Une expérience dans laquelle on part d'un faisceau solaire, on a une lentille, on a un petit trou, un faisceau ici très faiblement divergent ou quasi parallèle, un prisme biréfringent pour séparer les deux polarisations, deux faisceaux qui se séparent sans lame séparatrice, c'est pas un Michelson, ici deux miroirs plans, et voici maintenant deux faisceaux qui vont venir interférer en se propageant à angle droit. Jusqu'ici, tous les phénomènes d'interférence connus étaient d'un phénomène dans lequel les faisceaux interféraient sous des angles faibles. Alors, ici, il dit on observera des franges d'interférence, et ce qui m'intéresse, ces franges vont soit apparaître, soit disparaître, suivant que les vibrations sont dans le plan de figure ou dans le plan perpendiculaire, ce qui était parfaitement correct. Ceci dit, observer les franges en question, c'était pas facile. Comment le faire? Alors, il explique très correctement qu'il faut les observer in situ, on ne peut pas les observer au moyen d'un microscope, et pour les observer, il propose soit un verre dépoli parfaitement hypothétique, je pense que c'est irréalisable aussi, soit l'emploi de la plaque photographique, ce qui n'avait rien d'absurde à l'époque, puisque à l'époque, 1867-68 toujours, les plaques photographiques à grains extrêmement fins existaient, voire l'emploi pour transmettre des messages attachés aux pattes des pigeons pendant le siège de Paris en 70, qui étaient des lettres entières réduites au microscope. Bon, alors voilà la proposition de Zenker. Le rapporteur, c'était Fizeau. Alors Fizeau a dit, bon, c'est le meilleur travail, c'est à lui que nous donnons le prix, bien entendu. Ceci dit, Fizeau, qui avait beaucoup plus d'expérience des phénomènes d'interférence que n'en avait Zenker, a tout de suite indiqué, en fait, l'expérience est très difficile à faire, en particulier, il faut une fente excessivement fine si on ne veut pas que ça brouille la visibilité des franges. Et Fizeau est parti sur cette idée-là, et il a ajouté à son rapport une petite note, qui est la seule chose dont beaucoup de gens se rappellent, que beaucoup se rappellent de cette histoire, d'où, pour le dire en passant, il est peut-être permis d'espérer qu'en s'appuyant sur ce principe, et en formant, par exemple, au moyen de deux fentes très écartées, des franges d'interférence au foyer des grands instruments destinés à observer les étoiles, il deviendra possible d'obtenir quelques données nouvelles sur les diamètres angulaires de ces astres. Et c'est de cette remarque qu'est sortie toute l'interférométrie astronomique et radioastronomique qui, aujourd'hui, se développe énormément. Alors, Zenker a eu le prix, il a gagné une médaille de 2000 francs. Mais l'ironie de toute l'histoire est que les manuscrits étaient anonymes. Le manuscrit était non signé. L'Académie lui a accordé le prix, mais Zenker ensuite n'a pas publié son manuscrit, n'a pas continué ce genre de travail, de sorte qu'il est complètement oublié et qu'on ne le trouve pas dans les histoires de l'optique. Alors, ceci dit, là-dedans, il n'est pas encore question d'ondes stationnaires, mais ça nous fait comprendre comment Zenker est arrivé au concept d'ondes stationnaires. Et il y est arrivé par une idée tout à fait bizarre et complètement fausse. Il s'est imaginé que par les ondes stationnaires, il pourrait expliquer la vision des couleurs. Dans un livre publié en 1867, Versuch einer Theorie der Farbenperzeption, publié dans des archives de Archiv für mikroskopische Anatomie, c'est-à-dire un ouvrage qu'aucun opticien n'a jamais lu, bien entendu, Zenker est persuadé qu'il a trouvé l'explication de toute la vision des couleurs. Eh bien, la rétine est légèrement réfléchissante pour lui, et il se forme au contact de la rétine des ondes stationnaires optiques. C'est la première fois que quelqu'un en parle. Et la rétine, d'une certaine façon qu'il ne précise pas trop, doit détecter ces ondes stationnaires, dont bien entendu la période est caractéristique de la longueur d'onde reçue. Et c'est ça qui explique la vision des couleurs. Les physiologistes ne l'ont pas pris au sérieux, les opticiens ne l'ont pas lu du tout, et tout ça a été oublié. Ceci dit, Zenker, toujours dans la même année, a appliqué son idée à un autre sujet, et alors cette fois-ci, il ne s'est pas trompé. Il a considéré les résultats tout à fait bizarres, que je vais détailler dans un instant, qui avaient été obtenus par un certain nombre de gens, en particulier Becquerel, mais pas seulement Becquerel,
dans la photographie avec des daguerréotypes ou des papiers genre Talbot, et dans lesquels on avait vu apparaître des couleurs qu'on ne s'expliquait pas du tout. Et il a dit, ça doit être un phénomène d'onde stationnaire, qu'il a décrit avec une très bonne précision. Il a fourni des figures qui représentent son phénomène d'onde stationnaire tel qu'il l'imagine, et il a décrit qu'il y avait des systèmes de plans d'onde. Tout ça, pour lui, ça se passe dans la rétine ou dans les plaques photographiques de Becquerel. À peu près personne ne lui a payé la moindre attention. Et tout ceci a été oublié. Eh bien, l'étape suivante, c'est bien entendu les expériences de Hertz, 1887. On va fêter le centenaire il y a quelques années. Expérience bien connue, et dans lesquelles la toute première mise en évidence des ondes a été effectuée par l'étude d'un phénomène d'onde stationnaire qui se trouvait être, dans ce cas-là, le plus simple de tous les phénomènes d'interférence à étudier. Bien entendu, ensuite, Hertz et ses collaborateurs et imitateurs ont mis en évidence beaucoup d'autres phénomènes d'interférence, mais là, c'était le premier et le plus simple, 1887. Eh bien, aussitôt après Hertz, il n'était plus possible d'ignorer l'idée qu'en optique, il devait bien se présenter le même genre de phénomène. Et c'est pourquoi Wiener s'est immédiatement lancé dans ses expériences restées classiques, dans lesquelles, au moyen d'un film photographique à grain extrêmement fin et de plus sous forme d'une émulsion d'épaisseur extrêmement faible, attention, c'est un point crucial, Wiener était très adroit, il voulait mettre en évidence son phénomène d'onde stationnaire. Il s'est dit, pour arriver à le voir, pour montrer mes nœuds et mes ventres, il faut que je fabrique une émulsion extrêmement fine. Ce qu'il fit, et voilà une de ses photographies originales. Son but était purement un but théorique. Il voulait démontrer des phénomènes fondamentaux concernant la lumière. Il était au courant des propositions de Zenker, qui était encore en vie d'ailleurs, et il les mentionne de façon tout à fait correcte, mais toute idée d'application pratique ne lui est jamais venue. Simplement, il démontrait un phénomène fondamental qui est encore aujourd'hui mentionné dans tous les textbooks. Eh bien, 1889, nous en sommes presque arrivés à Lippmann 1891, mais il nous reste encore à suivre la troisième colonne de mon petit diagramme, à savoir le développement de la photographie au cours du XIXe siècle. Eh bien, dès les débuts de la photographie, des phénomènes d'apparition de couleurs extrêmement bizarres et complètement inexpliqués jusqu'à la fin du siècle, comme vous verrez, se sont produits et ont affecté à peu près tous ceux qui faisaient des recherches en la matière. Le premier que l'on trouve dans l'histoire est assez inattendu. C'est Goethe, oui, parfaitement, John Wolfgang Goethe, qui a travaillé pendant de nombreuses années à un ouvrage considérable, son Zur Farbenlehre, les leçons sur la couleur, qui, à son avis, était de très loin son œuvre principale, et celle par laquelle il passerait à la postérité. Alors, le point de vue de Goethe est assez curieux. Pour lui, l'ennemi par excellence, c'est Newton, et les mathématiciens et les physiciens, qui ont une vue complètement fausse de la couleur. En particulier, il ne peut pas pardonner à Newton d'avoir commis le crime de torturer la lumière en la faisant passer par des fentes trop fines. Voilà le ton général de son travail. Alors, ceci dit, pour Goethe, l'explication du phénomène de la couleur, c'était que c'était un phénomène primitif, primordial, et que la couleur était essentiellement un mélange d'obscurité et de lumière. Ceci dit, il était tout de même au courant du fait que les prismes créaient de la couleur. Par conséquent, il a fait des expériences avec des prismes, en évitant, bien entendu, de mettre aucune fente. Et il a eu peu de personnes ne l'a pris très au sérieux, sauf quelques physiciens tout de même, en particulier Johann Thomas Seebeck, l'auteur, le découvreur de l'effet Seebeck, qui vivait au voisinage à Iéna. Alors tous les deux ont collaboré, et certaines expériences de Seebeck sont finalement connues parce qu'elles sont apparues dans les Zur Farbenlehre. En particulier, c'est dans un appendice
que Goethe décrit les expériences de Seebeck, qui avait commencé en répétant tout simplement l'expérience de Ritter. Le noircissement des sels d'argent dû principalement, nous le savons, à l'ultraviolet, mais également au visible. Mais Seebeck Seebeck projetait, comme tout le monde, des spectres solaires sur du papier imprégné de sel d'argent, et il a assez rapidement noté qu'il apparaissait des couleurs. Et que, chose tout à fait extraordinaire, ces couleurs ressemblaient d'une façon plus ou moins vague à celles du spectre qui avait servi à produire l'éclairement. Il y avait une espèce de reproduction automatique, tout le monde dira naturelle par la suite, et tout le monde appellera ça par la suite la photographie en couleur naturelle. Eh bien, Seebeck n'a essayé de trouver aucune explication. Pour lui, probablement, c'était assez naturel que la lumière s'imprègne sur le papier dans ses propres couleurs. Mais des observations du même genre ont été faites ensuite, dès les débuts, par Niepce, par Daguerre, par Talbot. Ils ont tous vu apparaître des couleurs qui ressemblaient plus ou moins aux couleurs du spectre excitateur qui apparaissaient sur leurs plaques. Et dans les toutes premières publications de Niepce, connues seulement par Daguerre, dans la fameuse note sur l'héliographie écrite en 1829, mais publiée seulement en 1839 avec les travaux de Daguerre, il dit que ce phénomène pourrait bien être lié avec la théorie de Newton sur le phénomène des anneaux colorés. Niepce, dès le début, pensait déjà à une explication interférentielle. Daguerre n'était pas d'accord. Il avait vu les mêmes phénomènes, mais il ne pensait pas que ça n'avait rien à voir avec les anneaux de Newton. Arago était d'accord. Il pensait que M. Niepce signalait déjà des effets de cette nature où, selon moi, le phénomène des anneaux colorés jouait quelques rôles. Talbot avait également vu des phénomènes du même genre. Personne n'avait d'explication. Les expériences les plus nettes ont été celles de Herschel, John Herschel, le fils de William, le fils de l'astronome, John Herschel, opticien, qui a essentiellement repris les expériences de Seebeck, mais comme un vrai scientifique, dans des conditions contrôlées. On peut les suivre, et voici par exemple un tableau des couleurs du spectre lumineux et des couleurs qu'il voyait s'imprimer ici sur des papiers type Talbot, papier imprégné de sel d'argent. Alors, il a immédiatement vu que ça pouvait avoir des applications en photographie en couleur, que ça pouvait être la solution du problème de photographie en couleur. Malheureusement, il n'est pas arrivé à fixer ces photographies. À sa suite, beaucoup d'autres ont essayé de les fixer également, sans jamais aucun succès. Et nous verrons un peu plus tard que c'était pour une raison tout à fait fondamentale. Ces photographies ne sont pas fixables de façon intrinsèque. Donc, nous avons de nombreux exemples de production de couleurs, mais pas d'explication. La contribution suivante, la plus importante, a été celle de Becquerel. Becquerel-Edmond, seconde la génération. Le premier, Antoine César, électrolyse. Le deuxième, Edmond, phosphorescence. Le troisième, Antoine-Henri, radioactivité. Après quoi, il y a eu encore un biologiste, je crois. Eh bien, Becquerel a repris les expériences de Herschel, mais il a, entre autres choses, employé de l'argent poli, des daguerréotypes sur argent poli. Alors là, il a obtenu des résultats superbes. Le spectre semble s'être imprimé sur la plaque avec des couleurs semblables aux siennes. Le rouge, le vert, le bleu et le violet sont très beaux. Et c'était cette fois-ci sur de l'argent poli. Explication, il pense uniquement à des explications chimiques. Un chlorure, peut-être un sous-chlorure. Mais néanmoins, tout en n'arrivant pas à une explication, il est frappé par l'invraisemblance du résultat. Comment est-ce que tout ça pourrait être dû au hasard? Il est réellement extraordinaire qu'il y ait une réunion d'accidents tels que le rouge prismatique donne une teinte rouge, le jaune une teinte jaune, etc., etc. Donc, pas d'explication. Ces expériences ont encore été reprises par toute une série d'élèves que je ne suivrai pas,
jusqu'à Lippmann. Alors nous arrivons maintenant à Lippmann en 1891. Eh bien, les débuts, les expériences de Lippmann, nous n'avons aucune trace. Nous savons seulement qu'il y a travaillé plusieurs années. Ce qui est certain, c'est qu'il a travaillé, lui, il n'est pas parti d'une observation accidentelle, d'une découverte due au hasard. Il a travaillé systématiquement, il a très rapidement conçu l'idée que le phénomène d'onde stationnaire en optique devait exister avant les travaux de Wiener et de Hertz, et que ça pouvait servir à produire un procédé de photographie en couleur automatique, dans lequel les couleurs seraient automatiquement reproduites. Et que ce phénomène serait tout à fait général, qu'on devrait l'observer en somme avec n'importe quelle émulsion, en principe, appliquée contre un miroir. Ceci dit, les difficultés pratiques étaient considérables. Il est évident que ça ne pouvait marcher que si l'émulsion était 1. À grain très fin, 2. Extrêmement transparente, et 3. En contact très étroit avec un miroir. Or, ce n'était pas possible pour des questions purement chimiques de le faire avec les miroirs d'argent disponibles à l'époque. Il y aurait eu des réactions chimiques, on ne pouvait pas arriver à établir un contact. D'où l'idée du bain de mercure. Ensuite, la production de l'émulsion convenable lui a pris des années. Il a cherché et finalement il est arrivé à faire des émulsions extrêmement diluées dans lesquelles il y avait très peu de grains d'argent et qui simultanément avaient un grain très fin. Il dit avoir désespéré pendant plusieurs années de trouver des émulsions convenables. Et c'est seulement quand il a... Et puis, troisièmement, il fallait que l'émulsion soit à peu près ce que nous appellerions aujourd'hui panchromatique, ce qui n'était pas encore vraiment réalisé à l'époque, mais enfin il s'en est approché. Et finalement, ces plaques présentées à l'Académie au début de 1891 ont été faisables et présentables seulement quand il a mis au point son émulsion. Il a eu immédiatement un succès considérable. On lui a fait des tas d'objections. En particulier, beaucoup de gens refusaient de croire que c'était ce mécanisme d'onde stationnaire. Depuis des dizaines d'années, beaucoup de gens produisaient des photographies en couleur sans arriver à les expliquer vraiment. Beaucoup de gens ont pensé que c'était un cas de plus et ils ont refusé de croire son explication par les ondes stationnaires. En particulier, beaucoup de gens comprenaient à peu près le phénomène d'onde stationnaire en lumière monochromatique, où il est relativement simple, mais en lumière blanche, les choses sont beaucoup plus complexes. Il faut imaginer, s'il faut faire introduire les transformés de Fourier, c'est pas très simple à comprendre. Alors, pour riposter à ces objections, il a riposté de plusieurs façons. Premièrement, en présentant non plus seulement comme au début des photographies de spectre pur, mais des photographies d'objets courants, des drapeaux, un plat d'orange et un perroquet. Les perroquets étaient extrêmement populaires dans ce genre d'expérience. Tous les expérimentateurs, l'un après l'autre, présentaient une photographie d'un perroquet. J'ai oublié de dire que Becquerel, avec ses photographies non fixables, avait dès 1850 et quelques, à je ne sais plus quelle exposition, grande exposition à Paris, 1850 et quelques, c'est-à-dire une douzaine d'années après la publication des travaux de Daguerre, il avait présenté une excellente photographie en couleur d'un perroquet à l'exposition, mais ça se présentait sous une tente éclairée à la lumière d'une bougie, parce qu'autrement le perroquet aurait disparu. La photographie n'était pas fixable. Alors tout le monde, l'un après l'autre, on les voit reprendre un perroquet dans leurs travaux. Et troisièmement, Lippmann a présenté la théorie complète de son phénomène, à grand renfort d'intégrale double, dont je vous passe le détail, mais qui font bien entendu intervenir les transformés de Fourier. Il a montré que, au moyen d'hypothèses assez simples, à condition que la couche soit assez épaisse, eh bien le spectre finalement réfléchi par la plaque au cours de l'observation allait reproduire le spectre de la lumière qui avait servi à produire sa plaque et ses ondes stationnaires, et qui avait reproduction automatique des couleurs.
Et ceci, il le démontre mathématiquement et expérimentalement. Il a employé toutes les émulsions possibles et tous les supports. Les supports, il a employé albumène, collodion, gélatine, tout ce qui était populaire à l'époque. Et pour corps sensible, il a employé les halogénures d'argent, le potassium, le bichromate de potassium et tout ce qu'on pouvait imaginer. Je vous présente brièvement des photographies évidemment assez mauvaises des trois principaux héros de cette histoire, Zenker, Becquerel et Lippmann. Alors, après Lippmann, que reste-t-il à dire? Eh bien, premièrement, le succès, impression considérable non seulement sur ses collègues de l'Académie, mais sur beaucoup de gens qui ont immédiatement commencé de reproduire ces photographies avec l'idée que ça y était, on avait trouvé la solution définitive au problème de la photographie en couleur, et ceci essentiellement à cause de la beauté théorique de la chose, de la simplicité. Voilà un processus complètement physique, ça faisait vraiment plaisir aux physiciens, dans lequel on comprend tout ce qui se passe dans l'œil, dans le cerveau, je m'en excuse, n'intervient pas. Nous avons une plaque photographique qui reproduit le spectre de la couleur initiale, point final. C'est donc la solution définitive du problème de la photographie en couleur. Les choses ont été poussées très loin. Voici par exemple des photographies des spectres obtenus à partir de plaques type Lippmann éclairées par le spectre du mercure. Et les spectres, ici, les plaques ont été prises dans des conditions où le nombre de strates est de plus en plus grand. Et bien, vous voyez qu'il finit par arriver à trouver une bande de réflexion dont la largeur, tout au moins vue par ce spectroscope particulier, est tout à fait comparable aux largeurs des raies du mercure. Et voici une autre chose assez étonnante. À 2 ou 3 ans d'écart, voici les figures publiées par Michelson pour illustrer les phénomènes d'interférence à 2 ondes, les courbes de visibilité enregistrées par son interféromètre en fonction de la différence de marche, à partir d'une raie, 2 raies fines, 2 raies larges, etc., etc. Voici ce que Michelson obtenait. Elles sont en fait obtenues à partir de son analyseur harmonique. Et voici des figures représentant les mêmes genres de spectres, 2 raies, 3 raies, une raie large, une raie plus ou moins gaussienne, et les trains d'ondes correspondants qui sont enregistrés dans les plaques Lippmann. C'est exactement le même genre de phénomène avec ces plaques. Lippmann était en somme capable d'enregistrer ce que nous appellerions aujourd'hui un interférogramme dans l'épaisseur de ces plaques et de montrer qu'à partir de là, il pouvait repasser au spectre. Ce que ni Michelson ni Rayleigh n'avaient vu complètement à l'époque. Il s'en faut. Eh bien, que nous reste-t-il à dire suite des expériences de Lippmann? Premièrement, controverse considérable. Qui est le véritable découvreur de la photographie interférentielle en couleur? Il faut voir l'époque. Les sentiments franco-allemands étaient durs. Les Allemands ont immédiatement dit c'est Zenker qui a tout inventé. Et Zenker était encore vivant. Mais sa réaction a été extrêmement modeste. Il n'a jamais poussé les choses très loin. Il a parlé très honnêtement de la théorie du phénomène des couleurs interférentielles de Lippmann et Zenker. Il mettait Lippmann avant lui-même. Mais la plupart de ses collègues étaient beaucoup moins modestes et se sont mis à fouiller partout dans la littérature pour arriver à démontrer que ces couleurs connues depuis Seebeck et au moins sérieusement depuis Herschel, étaient bien dues à des phénomènes d'interférence, et par conséquent qu'on les voyait varier avec l'incidence, ce que personne n'avait signalé jusqu'ici. Il faut comprendre la difficulté. La difficulté, c'est que dans la plupart des cas, ces sels d'argent ont des indices très élevés, et par conséquent, la variation avec l'incidence est faible. Elle n'est pas facile à voir. Alors, point de vue des Allemands,
c'est Zenker qui a tout découvert. Point de vue de Lippmann et des Français, c'est Lippmann qui a tout découvert parce que la théorie de Zenker est fausse, elle ne s'applique pas au chlorure d'argent et ils n'ont jamais pu démontrer l'existence du phénomène. Tout ça est resté assez flou jusqu'à ce que Wiener est celui qui a finalement attaqué sérieusement la question et qui a pu donner l'explication finale. Et il a mis en évidence qu'il y a bien effectivement deux types de phénomènes complètement séparés et indépendants qui, par suite manifestement de la malice divine, se sont trouvés mélangés pour confondre les pauvres physiciens. Il y a d'une part un ensemble de phénomènes chimiques et d'autre part le phénomène des ondes stationnaires. Le phénomène chimique de la reproduction automatique des couleurs, c'est que tout simplement, au moment où l'on prépare les papiers type Talbot ou les plaques type Daguerre, il n'y a plus sur la plaque un corps pur, mais un mélange de photocelles qui sont des mélanges de chlorure et de sous-chlorure qui sont intrinsèquement colorés, qui ont des couleurs propres, et qui, par conséquent, lorsqu'on les éclaire, sont sensibles à différentes régions du spectre. Un chlorure qui est rouge tend à réfléchir le rouge. Un chlorure qui apparaît rouge, dont la couleur est rouge, tend à réfléchir le rouge. Par conséquent, il n'est pas détruit par une illumination dans le rouge, et ainsi de suite. Donc, si vous avez un mélange et que vous éclairez par un spectre pur, chaque région du papier va voir des sels différents disparaître par suite de phénomènes purement photochimiques, et seuls resteront dans chaque région de la plaque les sels qui réfléchissent plus fortement la couleur. Voilà le phénomène chimique. Et puis deuxièmement, il y a le phénomène des ondes stationnaires qui a été prévu par Zenker, prévu également par Lord Rayleigh, qui ignorait complètement Zenker, et finalement démontré à fond par Lippmann. Et c'est le mélange de ces deux types de phénomènes qui a produit le résultat final. La controverse a été assez chaude, et elle a duré fort longtemps. Sur quels derniers aspects pouvons-nous insister? Eh bien, d'une part, sur le développement pratique de à la suite de Lippmann, beaucoup de gens, en particulier les frères Lumière, ont espéré que, effectivement, c'était le procédé définitif de photographie en couleur. C'est surtout en Allemagne, en fait, que probablement les dernières et les meilleures photographies de type Lippmann ont été faites. Et tout ceci a culminé vers 1910. Vers 1910, la firme Zeiss, à Jena, mettait sur le marché des caméras avec dos type Lippmann. Voilà le châssis, voilà le réservoir à mercure, il y avait tout ce qu'il fallait pour introduire le mercure. Une autre firme allemande, dont j'ai oublié le nom, proposait simultanément sur le marché des plaques type Lippmann. Et Zeiss proposait en plus toute une série d'appareils pour observer ces plaques dans les meilleures conditions. Voilà un système optique pour regarder avec les deux yeux, fabriqué par Zeiss, avec un schéma optique qui vous montre qu'il prenait le plus grand soin pour illuminer la plaque ici, sous incidence aussi normale que possible, et simultanément pour éliminer toutes les réflexions parasites. Lentille, ici prisme collé, ici lentille off-axis, qui était telle qu'il n'y avait pas de réflexion dans la direction de l'œil. Et Zeiss proposait également un projecteur complet, pas très différent de celui-là, très certainement. Tout ceci en 1910. Quelques années plus tard, c'était l'abandon complet. Pourquoi? Eh bien, à cause des frères Lumière eux-mêmes et du progrès de leurs plaques autochromes. Leurs plaques, ils avaient commencé de produire leurs premières plaques vers 1903 ou 4, je crois. Nous conservons dans notre famille précieusement quelques superbes autochromes Lumière de 1905 ou 6 qui étaient dans la famille simplement parce qu'un membre de la famille était un chimiste à Lyon et connaissait les Lumières. Mais elles n'étaient pas encore sur le marché. Mais la production en masse, la production commerciale des plaques Lumière n'a vraiment démarré qu'en 1910, et aussitôt après, les plaques Lippmann ont été complètement abandonnées par le grand public. Pour des raisons tout à fait évidentes, toutes ces manipulations ne sont pas simples, aussi bien à la prise de vue qu'à l'observation, et les temps de pause étaient épouvantables.
ne vous faites pas d'illusions, le pauvre Lippmann a dû poser, c'est probablement à la fin de sa vie, à ce moment-là, les temps de pause étaient réduits à quelques dizaines de secondes. Mais ses premières photographies, c'était 15 minutes en plein soleil. À la fin de sa carrière, c'était peut-être 15 ou 30 secondes. Et n'ayez pas d'illusions non plus, le perroquet que vous avez vu était certainement un perroquet empaillé. Dernier aspect, le prix Nobel. Aussitôt après la création du prix Nobel et par conséquent au début du siècle, Lippmann a commencé d'être proposé pour le prix Nobel par un certain nombre de ses collègues. Et c'est assez curieux de voir aujourd'hui dans les archives Nobel à Stockholm qui étaient les proposeurs et quelles étaient leurs raisons. Le premier et le plus persistant d'entre eux fut Henri Becquerel. Henri Becquerel, celui de la radioactivité. Son père était mort, avait pu voir les plaques Lippmann à l'Académie, mais il est mort quelques mois plus tard. Alors Henri Becquerel, qui aurait pu prendre l'attitude que son père avait tout découvert, pas du tout, il reconnaît pleinement l'originalité et l'importance de la découverte de Lippmann, et il le propose de façon répétée. Lippmann, la contribution de Lippmann, pour lui, est comparable en importance à la méthode complète apportée par Daguerre dans les débuts de la photographie. D'autres arguments, Marcellin Berthelot, qui insiste sur l'importance des plaques Lippmann, non seulement comme œuvre d'art, mais comme instrument de recherche. Et Becquerel appuiera encore plus là-dessus. La photographie interférentielle enregistre tout, en particulier le spectre. On retrouvera dans les couleurs des objets photographiés les bandes spectrales d'absorption et les autres propriétés spectrales de la lumière. Cela fait rêver, ça m'a encore fait rêver beaucoup plus longtemps après. Imaginez que les astronomes puissent, au moyen de plaques Lippmann, photographier un objet, ils ont tout d'un coup, y compris le spectre, point par point. C'est imbattable. Malheureusement, c'est d'une sensibilité atrocement faible, puisque ça ne marche qu'avec des émulsions à grains très fins et extrêmement diluées pour être transparentes. Mais à cela près, c'est une solution idéale. Enfin, dernièrement, un support très vif fut donné à Lippmann par des mathématiciens, des gens comme Gaston Darboux et Henri Poincaré. On peut imaginer que ni l'un ni l'autre, j'espère que les calomnie pas, n'auraient pas été capables de distinguer du collodion, du bromure d'argent ou autres produits. Mais avec le travail de Lippmann, ils comprenaient, ils se sentaient chez eux. Voilà un expérimentateur qui avait fait un travail de mathématicien et qui avait remplacé un problème de simple cuisine par une magnifique démonstration des propriétés fondamentales de l'optique physique. Alors, ceci dit, Lippmann a eu dernièrement un coup de chance assez extraordinaire. Après avoir été proposé plusieurs années, en 1908, finalement, il n'y avait plus que deux candidats, Max Planck et Lippmann. Alors, le comité Nobel proposait Max Planck en première ligne. Et il y a eu là un coup de théâtre qui s'est rarement produit, je crois, à savoir l'Académie a refusé de suivre le comité. Il a trouvé que les idées de Planck 1908 étaient un peu risquées, un peu dangereuses, et ils ont finalement préféré Lippmann. Ils ont préféré Lippmann, ce qui fait que cette décision, bien entendu, a été lourdement critiquée par la suite, puisque les aspects pratiques, les aspects application du travail de Lippmann ont disparu en quelques années à cause des plaques lumières, tandis que tous les aspects du travail de Planck ont pris de la valeur avec les années. Planck a dû attendre 6 ou 7 années de plus avant d'avoir son prix. Et c'est un mathématicien de l'Académie royale de Suède, Gösta Mistag Leffler, qui a fourni les arguments finaux et définitifs pour dire c'est Lippmann qu'il faut couronner cette année avec un plein succès. Ce qui fait que Lippmann a succédé à Michelson. Michelson, c'était un an d'avant. Il y a donc eu 2 prix de suite consacrés à l'optique pure. Après ça, il a fallu attendre à peu près 50 ans pour revoir l'optique en bonne place avec Zernike. Le phase contraste et Zernike. Et comme je citerai la même phrase que M. Denitchouk il y a un moment, vous avez donné non seulement un développement, c'est la phrase prononcée au cours de son discours par le président de l'Académie de Suède, Hasselberg,
vous avez donné non seulement un développement précieux à l'art photographique, mais encore une illustration des lois générales de l'optique physique d'une élégance extraordinaire. We have time for a few questions for Professor Kahn. Professor Dennis. Can I ask you, I know by my own experience that there was know-how in producing Lippmann photographic plates, because when I tried to reproduce these plates by technology of Professor Lippmann, by technology of Valent and other, I cannot get any sensitivity. I think that these scientists have some know-how how to hypersensitize these photographic plates. Is it clear nowadays what sorts of hypersensitizers they have used? I think that there was a silver solution of silver, maybe like this. Could you repeat the question in French? La question était de savoir comment Lippmann et ses successeurs avaient pu obtenir des sensibilités suffisantes, bien que extrêmement faibles. M. Denisiou, semble-t-il, n'a pas réussi à obtenir de sensibilité utilisable. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas regardé les détails. Lippmann a travaillé des années à perfectionner son émulsion. Il existe plusieurs ouvrages en français. There are several papers and books in French which are totally dedicated to it. It gives not the know-how, but the principle. And as all of them use pretend that the best hypersensitizer was the one used by the Lippmann. It's just a simple nature. It's in the books. Another question. Maybe just another comment. It is very often said that the autochrome plates has killed Lippmann photography, but there is something else. The trichrome plates, which had started in 1900, was commercialized in 1900 by the Linear Brothers. And Lippmann himself worked tremendously to the development of other processes of color photography, including the trichrome plates. Yes, he himself was quite conscious of the basic limitations. Yes, we invented the joining process to Anything else? Well, thank you again, Professor. Well, when Dr. Fournier and I were planning this conference, we felt very strongly that it should not be a holography conference, although it's hard to avoid some connection between Lippmann and holography. And indeed, several of our speakers are well known as holographers. Although Professor Phillips's first research was in nuclear physics, not optical physics, but when he began working at Loughborough University, in the early 70s, reflection holography was well known, but the images were rather dim and it was of more or less academic interest. And then suddenly in the late 70s, around 1977, the world heard of some spectacular, large, bright reflection holograms that were due to advances in know-how and in processing chemistry of Nick Phillips. And we were very pleased that he was able to join us today to talk about the connections between his work and Professor Lippmann. I should point out that there's an error in the program. Mr. Phillips in the last few weeks has become Professor Phillips, which means our afternoon is completely full of professors, which is
probably the worst thing that could happen to the practical side of this field. When I first began work in nuclear fusion, a colleague of mine, who was a student of Hermann Bondi at Cambridge, was told by Bondi, as he started his graduate training, "I don't want you to read anybody else's papers." Now, that's a rather extreme view, but it does reflect a view which can lead to interesting advances in science and technology. And I started out looking at the work of Lippmann from a situation of complete ignorance, but one which was based on a fair amount of knowledge of holographic technology. And my attitude was to see whether we could learn something from the holographic technology that would add to our ability to reshape Lippmann's photography. So no disrespect to Gabriel Lippmann. It's a great pleasure to be here at this meeting, to invited to talk about the work on Lippmann photography, especially to be honored by the presence of Professor Denisyuk, and also to acknowledge the profound contribution to optical physics made by the famous French scientist Gabriel Lippmann. Let me start my talk. I have a great regret today, which is just one of those accidents. The Lippmann photograph that I hoped you would see, made by the techniques of holography, got lost in transit somewhere, so you'll have to put up with looking at some holograms, I'm afraid. The classical Lippmann experiment with an imaging device of some kind and a fine grain emulsion backed by a reflector is well known to all members at this meeting, undoubtedly. The typical grain sizes for the silver halide materials used for this sort of exercise are around 10 nanometers. And to achieve such grain sizes was a remarkable feat, really, at this time of history in the late 1800s. The technique for making such fine grains relies on the mixing of silver nitrate and potassium bromide in the presence of gelatin and water, relying on the viscosity of the gelatin to inhibit the formation of very large grains or clusters. Such technology is now very advanced indeed and includes using inhibitors that control grain size, but at this time it's a remarkable feat, and materials that have grains of this size tend to be glassy, transparent, because of the very low levels of Rayleigh scatter. Materials made at this time, though, around the late 1800s, would have a distinctly low silver content, and probably the silver content would be about 1/10 of that of a modern holographic recording material. So this would limit the availability of brightness of the image seen in the Lippmann photograph. A central issue here is getting the reflector in intimate contact with the recording material, and although mercury may seem attractive, it's very far from attractive in the laboratory. These days, of course, the concept of filling the back of a camera with mercury would be frowned on totally by any safety officer, and also mercury is usually inherently very dirty material and provides a fogging mechanism for the emulsion, so this is really not the way to do it. Mercury was a pragmatic reflector of its time, but certainly not the sort of thing you would use today. The central feature of Lippmann photography, which is not shared by holography, is that when light is reflected off of a reflecting surface, the individual wave groups interfere with their own reflection. So coherence, as such, is merely a question of whether the incoming wave will cohere with its reflection at the reflective boundary. What this does, if the recording medium is sitting on the surface of a mirror, it means, quite simply, that the phase history of the incoming light doesn't really matter very much. And as a result, partially coherent light can be used for such an imaging process. It is greatly less restrictive than the technique of holography.
when one considers the geometry of Lippmann processes, the incoming light arriving at some angle onto the recording medium is refracted and then reflected off the reflective support down here, and the pitch of that reflected layer depends on the angular instant